qui est le résultat de 5 années d'enquête sur la qualité de vie des malades sclérodermiques. Certains d'entre vous ont peut-être participé à cette enquête. Alors, pour que la réunion se passe le mieux possible, je vais vous demander de laisser vos micros fermés. Vous avez le chat pour poser vos questions. Et ainsi que les caméras pour une meilleure liaison au niveau de l'Internet. Voilà, je vous remercie de garder surtout les micros bien fermés. Merci et je laisse la parole au docteur Zander. Alors, merci beaucoup de m'avoir fait intervenir sur cette boîte de conférence qui porte du coup sur mon travail de thèse de l'année dernière. Donc, moi, je suis docteur à, à l'hôpital de Toulouse, à l'hôpital Purpan. Et donc, je vais vous présenter mon travail de thèse donc, qui porte effectivement sur un recueil qui a eu lieu pendant 5 ans grâce aux patients sclérodermiques de Toulouse sur une partie de la qualité de vie qui n'a pas été encore vraiment explorée dans la littérature et sur l'incidence donc du trouble de stress post-traumatique, on reviendra un petit peu sur ce que c'est, secondaire à l'annonce d'une sclérodermie systémique. Donc on a fait cette étude avec le professeur Punier qui travaille également au CHU de Toulouse. Si j'arrive à passer. J'ai juste oublié de dire que cette conférence est enregistrée et que d'ici quelques jours, elle sera disponible sur le site de l'ASF. Alors, donc en introduction, juste brièvement, la sclérodermie systémique, donc c'est une maladie plutôt féminine avec un pic de fréquence entre 45 et 65 ans et qui, on a du mal à estimer exactement la prévalence, mais toucherait 6 000 à 900 patients en France. Donc, on connaît 3 principaux formes cliniques, les sclérodermies sin scléroderma, sans sclérose cutanée, les sclérodermies cutanées limitées et les sclérodermies cutanées diffuses. On sait que c'est une maladie qui peut toucher potentiellement tous les organes et dont les principales évolutions cliniques sont les 3 à 5 premières années du diagnostic. Le diagnostic, on le fait avec un faisceau d'arguments et cliniques et biologiques, avec notamment les auto-anticorps qu'on dose spécifiques de la sclérodermie. Et les traitements vont des traitements symptomatiques aux corticoïdes, voire aux immunosuppresseurs, et parfois à la greffe en fonction des différentes atteintes cliniques des patients. Ça a déjà été étudié qu'il y a un retentissement sur la qualité de vie et sur neuropsychique des patients avec une sclérodermie liée aux manifestations cliniques qui peuvent être variées et avec un retentissement au quotidien, aux examens complémentaires qu'on sait nombreux et parfois invasifs, aux hospitalisations qui peuvent être répétées pour des bilans, pour des complications, au fait que les traitements peuvent être parfois lourds, plus ou moins bien supportés par les patients avec des effets secondaires qu'on essaye de gérer au mieux qu'on peut, mais quand même présents, au pronostic et à l'évolution qui peut entraîner une certaine anxiété chez les patients, et donc au handicap, au retentissement que ça a sur les patients. Et ça a déjà été bien décrit finalement dans la communauté scientifique et c'est connu des médecins que ça peut entraîner des syndromes anxieux, de la dépression, des troubles du sommeil, que ça participe aussi à la fatigue, à la douleur chronique et également à l'altération de l'image de soi liée à tout ça. Et tout ceci, on sait que c'est un peu un cercle vicieux et que ça a un impact sur la qualité de vie des patients. Et nous, notre but, c'est non seulement de traiter effectivement les formes cliniques de la maladie, de la contrôler et d'empêcher qu'elle évolue, mais aussi d'aider les patients sur leur qualité de vie au quotidien. Et donc, on sait que ce retentissement
sur la qualité de vie physique. Ça va entraîner que les patients peuvent plus se focaliser sur la maladie, ou au quotidien, ça va devenir quelque chose de euh, un peu d'omniprésent au quotidien. On se focalise plus sur notre corps, sur les douleurs. Ça majore du coup l'image de soi qui s'en retrouve altérée. Du coup, il peut y avoir par protection un évitement social où on s'isole. Et le fait de s'isoler, ça va favoriser aussi le fait que on va moins bien réagir aux réactions des autres une fois qu'on y est de nouveau confronté. Et l'isolement social va à son tour retentir sur la qualité de vie psychique. Et tout ceci aussi par le fait que les patients peuvent avoir l'impression qu'ils manquent de contrôle sur leur maladie, sur leur état de santé. Et tout ceci, c'est un cercle vicieux qui s'installe et qui a un impact sur les patients. Le fait de avoir une équipe pluridisciplinaire autour des patients, avec non seulement les médecins, mais les infirmiers, les psychologues, les assistantes sociales, le fait de participer aux associations de patients et de pouvoir discuter avec d'autres patients qui ont la même pathologie, avoir des retours d'expérience et d'avoir un réseau social tant sur le plan familial que amical. On sait que tout ça, ça protège et ça permet euh, d'éviter d'avoir un impact trop important sur la qualité de vie. Et c'est des choses très importantes à essayer de conserver au maximum. Et ça fait partie du soin aussi et des choses à prendre en compte chez les patients. Donc, on a dit c'est une maladie chronique qui peut avoir des complications, parfois lourdes, des traitements aussi qui peuvent être lourds, avec un retentissement sur la qualité de vie. Et il a été décrit que les maladies chroniques avec un fort retentissement pouvaient causer des troubles de stress post-traumatique dans la littérature, mais ça n'a jamais été étudié chez les patients avec une sclérodermie. Et donc, c'était notre question et c'était l'objet du travail de ce travail de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que le trouble de stress post-traumatique? Souvent, on en entend parler principalement chez les patients enfin chez les patients, chez les personnes qui après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou après des traumatismes très importants, chez les soldats qui revenaient de la guerre et qui, après avoir vécu des événements traumatisants, d'avoir été voilà, confrontés à des événements de guerre traumatisants, développaient des symptômes qu'on a appelé le trouble de stress post-traumatique, de cauchemar, où ils avaient l'impression de revivre la scène, l'impression d'être dissocié par rapport à la réalité, d'être tout le temps sur le qui-vive. Donc ça a été on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Euh, Ça a été également décrit dans des événements brutaux d'accidents de la route ou de deuil de proches ou de choses comme ça. En médecine, ça a été un peu décrit donc sur les événements médicaux très aigus, comme un passage en réanimation. Pendant le Covid, par exemple, il y a eu beaucoup de patients qui ont, dans les suites du Covid, avec un passage en réanimation très brutal, eu un trouble de stress post-traumatique après. Et ça a commencé également à être décrit pour les maladies chroniques, notamment là où il y a le plus de patients et où il y a beaucoup de recherches en cancérologie, où l'annonce d'un cancer a été décrit comme un événement pouvant être traumatisant pour les patients, avec des patients qui ont développé dans les suites un trouble de stress post-traumatique. Et donc ça a été un peu décrit dans les maladies auto-immunes, mais vraiment pas beaucoup. Mais ça avait été retrouvé, notamment dans le lupus, une autre maladie auto-immune, un peu similaire à la sclérodermie, mais ça n'a jamais été décrit du coup dans la sclérodermie. Donc le trouble de stress post-traumatique, vous avez compris, il faut un événement considéré comme traumatisant par les patients, donc avec un fort impact émotionnel,
Et dans les suites de ce traumatisme, euh, vont se développer des symptômes qu'on peut voir ici, 4 grandes cases de symptômes. Les symptômes envahissants, c'est-à-dire que l'événement traumatique, donc par exemple, nous on a pris l'annonce de la sclérodermie, on allait avoir, les patients allaient continuer à avoir par exemple des cauchemars où ils revivaient la scène de l'annonce, où ça s'imposait à eux n'importe quand dans la journée, et où elles allaient avoir un sentiment un peu d'hypervigilance, de nervosité, parfois de culpabilité, avec un retentissement sur la vie quotidienne, un sentiment de détresse, de tristesse, euh, et, euh, et le fait d'être confronté à la maladie, bah, ça réactivait ces symptômes-là. C'est différent du stress, où suite à un traumatisme, n'importe qui, et c'est normal, peut avoir un stress intense. Dans le trouble de stress post-traumatique, il y a un stress intense au début, mais chez la majorité des personnes, ce stress va disparaître parce que finalement, on arrive à prendre du recul, on est bien entouré, on arrive à l'intégrer, et au cours du mois qui suit cet épisode de stress intense, on l'intègre finalement. Dans le trouble de stress post-traumatique, ces symptômes-là, ils vont perdurer au-delà de la période normale adaptative d'un stress important, donc plus d'un mois. Et ça va entraîner un retentissement vraiment sur le quotidien des patients, euh, avec un retentissement et social, et sur son fonctionnement personnel et professionnel, et ça dure plusieurs mois. On sait que dans la population générale, si on prend voilà, la population française, il y a 30% des personnes en France qui, au cours de leur vie, vont être confrontées à un événement traumatisant. Un deuil, un accident, une maladie. Mais fort heureusement, tout le monde ne développe pas un trouble de stress post-traumatique. Ce que je vous disais, le stress, c'est quelque chose de normal, d'adaptatif, de survie. Et puis, dans les semaines qui suivent, on arrive à passer outre. Donc, la prévalence en France du trouble de stress post-traumatique, alors que 30% des personnes vont être confrontées à un événement traumatisant, il n'est que de 3% au cours de toute la vie chez les personnes en France. Et 50% de ces personnes-là vont guérir spontanément parce que, grâce notamment à l'entourage social, familial, le fait d'en discuter, et puis petit à petit, l'organisme intègre, il va y avoir dans les 3 mois qui suivent une guérison spontanée. Mais un certain nombre de ces personnes ne vont pas guérir spontanément et on va avoir du coup une qualité de vie bien altérée. Et ça, c'est dommage parce que aujourd'hui, on connaît plein de traitements, euh, on en reviendra plus tard, que les psychiatres et les psychologues connaissent très bien. Et il y a vraiment des traitements qui fonctionnent très bien pour soigner ce trouble de stress post-traumatique. Donc ça vaut le coup d'aller le dépister, d'en parler, parce qu'il y a des traitements qui fonctionnent très bien et ça améliore après, franchement, la qualité de vie des personnes, peu importe le traumatisme. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs de risque. Il y a des personnes plus ou moins sujettes à développer un trouble de stress post-traumatique, notamment quand il y a déjà eu des traumatismes antérieurs au cours de la vie. Il y a certaines personnes qui ont des modes de fonctionnement psychologiques qui font que aussi ils sont moins aptes à s'adapter face à un stress intense. Donc ça, c'est un peu les facteurs avant le traumatisme de prédisposition. On sait qu'au moment du traumatisme, on en reviendra après, on va dire, plus l'intensité émotionnelle est importante au moment du traumatisme, au moment de l'événement, plus il y a de risques de le développer. Et donc, il y a des techniques qui permettent de dépister cette intensité émotionnelle au moment d'un traumatisme et donc de mettre des choses en place pour éviter qu'on développe après un trouble de stress post-traumatique dans le mois qui suit le traumatisme, pour éviter que ça s'installe.
Et après, il y a des facteurs de risque après le traumatisme, donc notamment l'isolement social et les rappels répétés du traumatisme, comme il peut y avoir malheureusement dans les maladies chroniques, où on continue d'aller voir le médecin, d'aller à l'hôpital, d'avoir les complications. Tout ça, c'est des facteurs de risque de conserver ces symptômes-là parce qu'on y est renvoyé plus fréquemment que juste si il y a eu une fois, mettons, un accident de voiture une seule fois, bon, bah, il n'y a pas de rappel du traumatisme. Alors, comment ça marche? On va parler un peu de physiopathologie, de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui fait, comment ça marche le stress et pourquoi, chez certaines personnes, ça va devenir un événement traumatisant et on va développer un trouble de stress post-traumatique. Donc, il faut comprendre que le stress, c'est quelque chose, c'est une réaction normale de survie qui date vraiment que tous les animaux vont avoir pour survivre. Quand on est face à un événement stressant, on va avoir des réactions de survie normale, de fuite ou de sidération ou de combat face à un événement stressant. Ça, c'est normal, c'est juste adaptatif. N'importe quel animal, face à quelque chose qui l'agresse, va fuir. Chez l'homme, on a appris un peu à prendre du recul face à ces événements stressants, ce qui nous permet de ne pas fuir devant toutes les situations, mais de prendre un peu de recul et d'analyser la situation et d'y répondre de manière un petit peu plus adaptée. Donc, dans le cerveau, il y a globalement 3 acteurs qui vont agir face à un stress. On va avoir l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre de gestion des émotions. Donc, c'est le centre qui vraiment donne des réactions émotionnelles pures. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire. Ça nous permet de nous souvenir, si on a déjà vécu une situation similaire, de pouvoir la réinterpréter avec l'expérience qu'on a eue au cours de notre vie. Donc, c'est le centre de la mémoire, l'hippocampe. Et le cortex, c'est ce qui nous permet de prendre du recul et d'analyser les choses sans l'émotion, juste de manière rationnelle. Donc, donc, on va prendre un petit exemple pour vous expliquer un peu comment ça se passe quand on est face à un événement stressant. Par exemple, vous êtes en train de vous balader dans la forêt et vous avez d'un coup quelque chose qui tombe d'un arbre et qui bouge et vous avez l'impression que c'est un serpent qui vient de tomber devant vous. Donc là, il va y avoir la réponse immédiate de survie, c'est l'amygdale, l'émotion pure. Vous allez prendre la fuite ou vous figer d'un coup. Ça, c'est la réaction de survie. Et puis pendant ce temps-là, l'information, elle va aller également au cortex, qui va prendre un peu de recul sur la situation et qui va se dire, non mais c'est pas un serpent qui vient de tomber de l'arbre, c'est juste une branche qui avait la forme du serpent. L'information va passer à l'hippocampe, donc le centre de la mémoire. Ah ben oui, je me souviens bien que dans cette forêt, il n'y a jamais de serpent qui tombe des arbres comme ça. Et donc le signal va retourner à l'amygdale en disant, avec le recul et la mémoire, en disant, c'était une branche qui est tombée de l'arbre, il n'y a pas de serpent dans cette forêt. Et donc on va avoir une réaction adaptée de continuer son chemin. Et la prochaine fois qu'on verra une branche tomber, on n'aura pas de nouveau la même réaction au cours du chemin. Quand il y a un stress qui arrive, du coup, ça va entraîner une production d'adrénaline et de cortisol qui sont les hormones du stress qui nous permettent, en gros, de mettre le corps en mouvement et de fuir s'il y a besoin. Et donc, quand on prend le recul avec le cortex, l'hippocampe, on a un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire que ça va stopper la production d'adrénaline et de cortisol et on va revenir dans un état calme. Ça, c'est une réaction normale face à un événement stressant. Quand il y a un événement traumatique, il va y avoir une émotion tellement importante que l'amygdale, qui est le centre de gestion de l'émotion, va faire une réponse disproportionnée, énorme. Ça, c'est la détresse
On appelle ça la détresse péritraumatique. C'est la réponse émotionnelle énorme au moment d'un événement. Et quand l'amygdale, comme ça, elle provoque une réaction énorme, là vous voyez, ça coupe les voies de communication avec le cortex et l'hippocampe. Et donc, on ne peut plus prendre du recul sur la situation. Et on va constituer ce qu'on appelle une mémoire traumatique. C'est une mémoire qui va être altérée de cet événement-là. On va avoir des souvenirs qui sont un peu fractionnés, ou alors voilà, mauvaise mémorisation du souvenir. Et on a un sentiment un peu de dissociation, parce que l'événement traumatique est tel que pour se protéger, le corps coupe les voies de la mémoire et du cortex. Et donc, du coup, on a un sentiment un peu comme ça de déréalisation, de distanciation entre avoir un peu deux parties de soi, parce que l'émotion est trop importante. Et donc, pour se protéger, l'amygdale coupe les voies avec le cortex qui permet d'habitude de prendre du recul et l'hippocampe qui permet d'encoder, de se souvenir vraiment et euh, de l'événement et de pouvoir après le rationaliser. Et donc, comme l'amygdale, elle est hyper activée, elle va produire de l'adrénaline, du cortisol à fond. Et c'est ça qui va donner aussi ces réactions de palpitations, avoir la sensation que le cœur bat très vite, de sueur. Ça va majorer cet état-là. Euh, Et donc ça a été constaté suite à l'annonce de certaines maladies chroniques, que ça pouvait être considéré comme un événement traumatique. Et du coup, c'est ça qui se passe en fait dans le cerveau. Et c'est pour ça qu'après, les manœuvres d'adaptation du corps arrivent plus à faire face et on rentre dans un cercle vicieux. Et ça a un retentissement important sur la qualité de vie des patients. Les patients qui développent du coup ce trouble de stress post-traumatique, qui continuent d'avoir une décharge émotionnelle comme ça intense, et bah il y a plus de troubles dépressifs, il y a plus de troubles anxieux, on voit qu'il y a plus d'addiction aussi, notamment à l'alcool. Euh, Ça augmente aussi l'utilisation des soins de santé. Il va y avoir plus de passages aux urgences, plus de passages chez le médecin généraliste, mais liés aussi à tous ces symptômes. Plus de douleurs chroniques aussi qui peuvent apparaître dans les suites. Et plus de maladies auto-immunes aussi. Ça dérègle aussi l'immunité, ce phénomène-là. Ce que je vous disais, donc ça peut entraîner aussi des douleurs et une altération de la qualité de vie. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça a été un peu étudié dans le trouble de stress post-traumatique, TSPT, dans d'autres maladies chroniques, donc notamment en cancérologie, un peu chez les patients infectés par le VIH, où l'annonce du diagnostic a été considérée comme aussi traumatisante, et dans quelques maladies auto-immunes. Donc on a le diabète de type 1, les dermatoses bulleuses auto-immunes, sont des maladies cutanées auto-immunes, la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, et dans le lupus. Et la particularité un peu dans ces maladies chroniques, c'est que les événements traumatisants, ça pouvait non seulement être l'annonce, mais les hospitalisations, certains traitements, des complications, on est hospitalisé en urgence, et que il peut y avoir du coup une répétition comme ça des traumatismes qui fait que c'est compliqué d'avoir spontanément une guérison et une évolution favorable pour certains patients. Donc c'est ce que je vous disais, qu'il y a plusieurs événements traumatisants possibles, que même après être guéri de la maladie en question, ça pouvait continuer si on ne le traitait pas, et que les facteurs protecteurs, c'était d'avoir une bonne information précise sur leur maladie par les médecins ou des infirmiers, euh, une bonne relation entre les médecins et
et les patients aussi. Ça permettait de prévenir et que le trouble de stress post-traumatique, ça majorait aussi l'altération de l'image de soi et il y avait une moins bonne observance des traitements et une moins bonne réponse au traitement aussi euh, chez les patients qui avaient un trouble de stress post-traumatique. Et donc, c'était tout l'objet de ce travail de recherche, c'était de voir dans la sclérodermie systémique, est-ce qu'il existe aussi des patients qui développent un trouble de stress post-traumatique. Donc nous, on a pris comme événement traumatisant, parce qu'il fallait bien partir de quelque chose, l'annonce de la sclérodermie. Et après, on a comparé un peu les patients avec un trouble de stress post-traumatique et sans, enfin un peu les caractéristiques qui ressortaient. Donc, on a mené une étude donc prospective au CHU de Toulouse. Donc, des patients avec une sclérodermie systémique qui venaient en hôpital de jour pour leur bilan. Donc, c'était tous des adultes et qui sont venus entre 2017 et 2021. Et on leur faisait remplir un auto-questionnaire. Donc, les patients remplissaient le questionnaire ça s'appelle le questionnaire PCL5, où il fallait cocher avec un certain nombre de scores, finalement les symptômes en fait un peu du trouble de stress post-traumatique. On a recueilli après aussi tous les paramètres des patients, la caractéristique de la sclérodermie au diagnostic, tous les traitements qu'ils ont reçus, les maladies auto-immunes associées. Et on a également fait remplir des questionnaires par les patients sur l'anxiété, la dépression, la qualité de vie et l'intensité de la détresse et de la dissociation au moment de l'annonce. Donc notre critère, c'était la survenue d'un trouble de stress post-traumatique. Et après, on a fait des analyses statistiques avec tout ça. Donc, on avait à Toulouse 193 personnes qui ont rempli des questionnaires. Finalement, il y avait quelques-uns qui étaient des doublons. Donc, on a eu 111 patients inclus. C'était majoritairement des femmes autour de 60 ans qui, au moment où ils ont rempli les questionnaires, ça faisait à peu près 9 ans que la sclérodermie avait débuté. 25% de formes cutanées diffuses, le reste de formes cutanées limitées. Et 30% avaient des atteintes pulmonaires, 10% cardiaques, et à peu près 40% avaient reçu de la corticothérapie pendant leur traitement, 45% en immunosuppresseurs, et on avait quelques patients qui avaient bénéficié de greffes de cellules souches hématopoïétiques et de greffes cardiaques. Et donc, chez ces patients, on a retrouvé un trouble avec l'auto-questionnaire, un trouble de stress post-traumatique chez 15 patients. Donc, ça faisait 13% de la population. Je vous rappelle, la population en France, enfin la prévalence en France du trouble de stress post-traumatique, c'est 3%. Donc, la sclérodermie, elle était globalement similaire entre les patients qui avaient un trouble de stress post-traumatique et pas. Il y avait peut-être un petit peu plus de personnes qui avaient une atteinte cardiaque, mais c'était vraiment minime. On voyait, donc on a sur les scores, ça c'est les scores de qualité de vie. Vous voyez donc les patients avec un trouble de stress post-traumatique, sans trouble de stress post-traumatique. Et donc le HAQ, c'est un des scores de qualité de vie qu'on fait remplir. Et il y avait chez les patients avec un trouble de stress post-traumatique une moins bonne qualité de vie, un retentissement sur la qualité de vie. Avec plus notamment de retentissement sur le côté digestif et pulmonaire, sur la sensation d'essoufflement. Et autant sur la qualité de vie physique que mentale, psychique. Les deux, ceux qui avaient un trouble de stress post-traumatique se sentaient moins bien. Également, sur le score de qualité de vie, on regarde au niveau de la bouche, le retentissement sur la bouche. C'était aussi moins bien dans le trouble de stress post-traumatique.
Ils avaient également plus d'anxiété et d'anxiété modérée à sévère plutôt, et plus de syndrome dépressif et également plutôt modéré à sévère également. Et on voit que au moment de l'annonce de la sclérodermie, qui était donc l'événement considéré comme traumatisant, ils avaient eu une forte détresse, forte charge émotionnelle au moment de l'annonce et un sentiment de dissociation euh, au moment de l'annonce. Et donc ça, on sait que c'est des facteurs de risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Donc c'était assez cohérent finalement. La prévalence donc de 13,5% dans notre groupe de patients, c'est à peu près la même prévalence qu'on retrouve dans les autres maladies auto-immunes. En cancérologie, donc hématologique, plutôt les lymphomes, les leucémies, c'est à peu près aussi la même proportion de personnes. Euh, et donc, on voit que le trouble de stress post-traumatique, il majore l'altération de la qualité de vie. Ça avait déjà été montré dans d'autres études, notamment chez les patients avec un lupus ou une infection par le VIH. Et donc, on sait que la sclérodermie, en tant que telle, déjà a un retentissement sur la qualité de vie. Le trouble de stress post-traumatique également. Et donc, l'idée, ça serait de dépister, l'intérêt de dépister et de le traiter et d'améliorer en tout cas la qualité de vie des patients. Et ça, on sait que c'est quelque chose où il y a un traitement possible qui fonctionne. Et donc, parfois, on peut être bloqué sur certaines manifestations de la sclérodermie où on n'a malheureusement pas grand-chose à proposer. Ça, on sait qu'on peut agir dessus et que ça améliore franchement le quotidien des patients une fois qu'on le traite. Euh, Plus de troubles anxio-dépressifs aussi. Ça, c'est cohérent parce qu'on sait qu'on a vu que c'était une des conséquences du trouble de stress post-traumatique, mais on sait aussi que chez les patients qui ont un trouble anxio-dépressif déjà avant, ça les rend plus vulnérables aussi à développer un trouble de stress post-traumatique. Et donc l'idée, ce serait que les médecins qui vous prennent en charge soient sensibilisés aussi par rapport à ça et qu'il y ait des dépistages en fait un peu, ou que vous puissiez en parler, vous, en consultation, de est-ce que ça préexiste au fait qu'avant même qu'on ait annoncé une sclérodermie, et qu'on le suive aussi, enfin, que ce soit partie des choses qu'on vous pose comme question lors de vos entretiens, de vos consultations régulières, parce que la prise en charge euh, améliore aussi votre quotidien. Et donc, dans l'idée, un dépistage avant, pendant et après, ça serait, je pense, intéressant. Euh, la détresse et la dissociation post-traumatique, on l'a vu, c'est des facteurs de risque majeurs au moment du traumatisme, une forte détresse émotionnelle de développer, du coup, après un mois, après juste le stress classique classique, le stress qu'on peut avoir au moment de l'annonce, la persistance du coup pendant plus d'un mois de ces symptômes-là. Ça, on peut aussi le dépister par des questionnaires. Et donc, ça pourrait être intéressant dans le mois qui suit l'annonce de pouvoir revoir, soit par des infirmières, soit par les médecins, en tout cas d'avoir ces questionnaires-là pour permettre un peu de repérer les patients qui ont vécu ça comme quelque chose de émotionnellement intense. Et il y a des thérapies par des psychologues qui existent pour apprendre un peu à mieux à gérer ces émotions au moment de l'annonce et d'éviter de développer après, de prévenir l'apparition du trouble de stress post-traumatique. Donc,
Nous, ce qu'on a étudié vraiment dans cette étude, c'était l'annonce comme événement traumatique, mais comme on l'a vu dans d'autres pathologies chroniques, il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent être des facteurs de stress, la maladie, mais aussi d'autres événements de vie. Et donc, ça pourrait être intéressant, en tout cas, à étudier ça dans le futur, de savoir s'il y a d'autres facteurs de stress qui jouent aussi et qui pourraient être intéressants à prendre en compte. Euh, Quel lien il y a avec la douleur chronique et la fatigue chronique? On sait que le trouble de stress post-traumatique, ça participe aussi à la douleur, à la fatigue. Et donc, euh, peut-être que aussi c'est des symptômes où on a du mal à répondre à vos demandes et c'est des choses sur lesquelles on est un peu impuissant. Et donc, de sensibiliser aussi les médecins par rapport à ça, d'aller euh, d'aller le chercher et de savoir si ce trouble de stress post-traumatique, il n'a pas un lien avec les douleurs que vous présentez et la fatigue chronique. Le fait que ce soit aussi un cercle vicieux social, avec la sclérodermie, on a tendance à s'isoler. L'isolement, après, c'est un facteur de vulnérabilité de développer un trouble de stress post-traumatique. Et une autre fois qu'on a le trouble de stress post-traumatique, ça renforce l'isolement social. Et donc, l'idée, ça serait de sortir de ça, déjà d'en avoir conscience, de savoir qu'un bon cercle social familial, par les associations de patients, amicales, ça protège aussi de toutes ces comorbidités-là, et donc d'être vigilant, et en tant que soignant et en tant que patient, sur cet aspect-là qui est très important. Et sur l'observance thérapeutique, sur quelques études, effectivement, quand on se sent moins bien avec une qualité de vie dégradée, ça favorise aussi le fait qu'on ait moins envie de prendre ces traitements. Et donc, ça favorise le mauvais contrôle aussi de la maladie. Et enfin, on se posait aussi comme question, pardon, l'entretien de la maladie auto-immune parce que le trouble de stress post-traumatique dérègle aussi l'immunité. Et donc, est-ce qu'on ne favoriserait pas aussi de manière indépendante l'activité immune de la sclérodermie par un trouble de stress post-traumatique surajouté? Et donc, est-ce que le fait de le traiter, ça ne permettrait pas aussi de réguler l'immunité et d'améliorer la réponse au traitement? Bon, ça, il n'y a pas d'études dessus. Il faudrait que ce soit étudié, mais c'est une piste intéressante en tout cas. Donc, en conclusion, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est vraiment une prise en charge commune entre les patients, les médecins internistes qui vous suivent pour la sclérodermie, les psychologues et les psychiatres, des infirmières, comme ce qui existe un peu en oncologie, déjà des infirmières d'annonce et qui suivent après les patients. Quoi. Les patients peuvent appeler, parce que des fois, on n'ose pas non plus avec les consultations avec les médecins, aborder certains aspects, ou alors on a des temps de consultation trop courts pour pouvoir euh, parler de tous ces aspects-là. Une prise en charge pluridisciplinaire qui vous permette vraiment d'avoir la sensation d'être pris en charge dans la globalité au mieux possible pour pouvoir donc dépister les personnes qui seraient plus vulnérables à avoir un trouble de stress post-traumatique, même avant l'annonce de la maladie, pour pouvoir mieux les surveiller en tout cas, être plus vigilant. Avoir un dispositif d'annonce un peu pluridisciplinaire, non seulement avec le médecin, mais après, y revenir avec des infirmières qui connaissent bien la maladie aussi, avec des entretiens à part. Ça pourrait vraiment être intéressant. Être vigilant après l'annonce, de voir les patients qui ont eu une forte intensité émotionnelle, et donc de dépister ça par par des questionnaires que remplissent les patients, pour pouvoir également soit faire intervenir un psychologue ou une infirmière qui va
qui va un petit peu, du coup, plus suivre ces patients-là, être plus vigilant, mettre en place des techniques, en tout cas, pour diminuer cette charge émotionnelle. Et après, tout au long du suivi, savoir que ça existe, savoir qu'on peut le traiter, ne pas hésiter à en parler, et nous, être vigilants aussi là-dessus, et pouvoir, en tout cas, le dépister tout au long du suivi, que ce soit l'annonce qui a été vécue comme traumatisante, ou alors un événement, une complication, un traitement, une hospitalisation, être vigilant par rapport à tout ça. Et tout ça dans le but, bien évidemment, d'améliorer la qualité de vie des patients, peut-être d'améliorer les douleurs, la fatigue et les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Ça, c'était un petit point pour parler un peu des traitements qui peuvent exister, qui peuvent être réalisés par des psychiatres ou par des psychologues. Il y a globalement 4 grands traitements qui existent et qui ont montré leur efficacité. Vous en avez peut-être déjà entendu parler de certains. Le premier, c'est... Donc, le but de tout ça, c'est... le but de tous ces traitements, c'est que cet événement traumatisant qui a été vécu, on va pas le faire disparaître de la mémoire. Mais l'idée, c'est de restaurer un souvenir qui est plus cette composante émotionnelle énorme, qu'à chaque fois qu'on s'en souvienne, ça soit plus quelque chose euh, vécu émotionnellement de manière très forte, que ça redevienne un souvenir classique sans la part émotionnelle qui a été suractivée. Et donc, c'est des techniques différentes, mais dont le but est le même, de ramener un petit peu, de restaurer la communication entre les 3 acteurs dont je vous parlais, le cortex qui permet de prendre le recul, l'hippocampe pour la mémoire et en refaire un souvenir, euh, et l'amygdale, le centre de l'émotion, d'aller calmer cette hyperactivation et de la ramener à un état basal, classique, sans une hyperactivation du stress. Et de recréer une communication comme ça entre ces 3 acteurs, euh, comme ça a lieu classiquement. Et donc, il y a la thérapie cognitive et comportementale. Ça va être plutôt... donc, tout peut être fait par des psychologues et des psychiatres, mais euh, je pense, avant d'aller prendre rendez-vous, comme tous les psychologues, par exemple, ne pratiquent pas toutes les formes de thérapie, et c'est bien de demander un petit peu quelles sont les techniques qu'ils utilisent. La thérapie cognitive et comportementale, c'est globalement par la discussion avec le thérapeute, d'aller réévoquer petit à petit ce souvenir, soit d'abord juste par un mot, puis par exemple, un dessin, voilà. Et donc, petit à petit, de arriver déjà à reparler du traumatisme et de reprendre un petit peu le contrôle sur ses émotions et de recréer la fluidité. Le MDR, c'est pour Eyes Movement Desensibilization Retrocessing. C'est globalement, euh, on va faire part des mouvements des yeux, donc on va faire bouger les yeux, une balance des yeux de gauche à droite, où en se souvenant petit à petit du traumatisme et en faisant bouger comme ça les yeux de gauche à droite, ça va reconnecter en fait les 2 hémisphères du cerveau, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, qui sont du coup coupés. Et donc ça va les reconnecter entre eux et ça marche très bien. Euh, on n'a pas exactement tous les mécanismes euh, qui expliquent comment ça fonctionne, mais ça reconnecte comme ça les 2 hémisphères du cerveau. Et petit à petit, on fait ressurgir l'événement et on reconnecte les événements émotions et cortex
et ça marche très bien. L'hypnose, donc là c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas aller consulter n'importe quel hypnothérapeute, mais plutôt des psychologues cliniciens qui ont fait une formation en plus d'hypnothérapie et euh, et qui savent traiter le trouble de stress post-traumatique. Et donc là, c'est pas tout de suite des traitements d'hypnose. C'est pareil, il y a toujours, quelle que soit la thérapie, plusieurs séances avec le psychologue ou le psychiatre pour prendre connaissance, se sentir bien, créer un lieu de confiance, avoir un bon contact avec le thérapeute. Et donc là, ça va plutôt être par l'inconscient, donc par des métaphores, de reconnecter aussi euh, les deux hémisphères, les deux parties émotionnelles et la partie euh, du cortex euh, de manière un petit peu plus douce. Et la dernière, c'est la thérapie de reconsolidation. Donc ça va être, euh, en fait, on va demander au patient d'écrire l'événement traumatique sur une feuille double, de manière la plus précise possible, en vraiment relatant tout ce qu'ils ont ressenti à ces moments-là, vraiment très précis. Et on va leur donner euh, un traitement qui s'appelle le propranolol, qui a pour but de calmer justement un peu l'hyperactivité émotionnelle, on va dire. Et en fait, on va faire lire le script, ce qu'ils ont écrit, plusieurs fois. Et au début, l'émotion va être importante. Et puis avec le traitement, en fait, il va y avoir plusieurs séances. Et au bout d'un moment, ça disparaît. La part émotionnelle s'enlève. Et donc, toutes ces thérapies-là, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce pas des thérapies qui vont durer 10 ans. C'est souvent entre 4 à 6 séances. On arrive à enrayer complètement le traumatisme, à ce qui est plus cette composante émotionnelle. Et, et seulement que ça redevienne un souvenir normal. Et donc, depuis le mois de juin là, 2024, il y a un dispositif de remboursement des séances chez le psychologue qui a été mis en place, où il y a 12 séances dans l'année qui sont remboursées à hauteur de 50 euros. Et donc, si vous allez sur le site de l'assurance maladie, avec le dispositif Mon soutien psy, il y a la liste, il y a l'annuaire en fait de tous les psychologues qui sont référencés et qui font qui font des séances remboursées par la sécurité sociale. Donc, il y a de plus en plus de psychologues qui sont en train de s'inscrire parce que jusqu'à maintenant, c'était pas très bien payé, donc il n'y avait pas beaucoup de psychologues dessus. Mais maintenant qu'ils ont augmenté la tarification, il y a de plus en plus de psychologues qui se mettent dessus. Et vous pouvez y aller sans forcément passer par le médecin. Il n'y a pas besoin de prescription pour y aller. Mais renseignez-vous quand même que ces psychologues connaissent le trouble de stress post-traumatique et font une de ces 4 thérapies. Et et quand vous y allez, il faut que vous vous sentiez bien avec la personne. Si vous vous sentez pas bien, que vous sentez que le lien est pas bon, ben, il faut changer. Euh, Globalement, toutes ces méthodes marchent, mais il faut que vous vous sentiez bien avec la personne qui vous prend en charge. Et donc, ne dépensez pas les séances avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez pas bien. En tout cas, il faut trouver quelqu'un de bien. Soit les médecins traitants connaissent aussi un peu, peuvent vous donner conseil sur des thérapeutes qu'ils connaissent. Soit après, il y a des structures hospitalières qui prennent en charge le trouble de stress post-traumatique. On peut faire des demandes. C'est des centres de psychotraumatisme, mais donc là, vous appelez, c'est la secrétaire qui prend l'appel, qui prend les informations, et c'est elle qui voit à peu près quels sont les délais. Mais c'est vrai que c'est souvent des délais, des fois jusqu'à 1 an de délai. Donc, c'est très bien aussi ces centres-là, mais voilà, il y a plus de délais. Voilà, et j'ai fini et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Donc, deux
par rapport à l'annonce qui, effectivement, est parfois, brutale. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que la manière, bah, c'est ce qu'on disait, hein, la manière d'annoncer la maladie est hyper importante pour le médecin. Et le fait d'avoir d'avoir été bien informé sur sa maladie et d'avoir une bonne relation avec le médecin est hyper importante pour justement ne pas développer un stress énorme au moment de la maladie. Et ça, c'est pour ça que on fait ce travail aussi pour après dire aux médecins qui font les annonces que la manière dont ils font l'annonce est hyper importante pour les patients. Ça, vous avez complètement raison. Mmh. Et justement, vous avez évoqué le fait d'une deuxième consultation après l'annonce, c'est-à-dire à peu près un mois après, l'annonce, avec une équipe Ouais, pluridisciplinaire. ouais. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait se mettre, rapidement en place ou pas? Mais ça dépend toujours des moyens financiers à l'hôpital, quoi. Donc, nous, on aimerait bien le mettre en place avec des infirmières, comme des infirmières de pratique avancée, par exemple, qui commencent à arriver dans certains services. Euh, mais pour l'instant, par exemple, nous, à Toulouse, on n'a pas les subventions pour avoir une infirmière de pratique avancée. Et on va utiliser ce travail-là pour essayer d'avoir un psychologue, par exemple, pour les patients qui viennent en hôpital de jour en montrant justement ces chiffres-là. Euh, donc ça, c'est évidemment la théorie. On aimerait beaucoup le mettre en place, mais voilà, ça va falloir négocier un peu sur sur l'aspect financier, quoi. Mmh. Oui, parce que bon, on voit qu'en oncologie, effectivement, c'est quelque chose qui marche, très bien. Ça marche super bien, ouais. Et Mm. les patients, de plus en plus, ont Mm. connaissance de ces consultations. Mais, si on nous fait que miroiter que ce serait, intéressant, mais que derrière il se passe, rien du tout, c'est Mm. frustrant. Bah, bien sûr. Là, c'est la première étude hein, qui montre ça. Ça Oui. n'avait pas été du tout étudié. Mmh. Donc j'ai l'espoir que Mmh. d'autres centres ben, confirment déjà ces résultats au niveau national et puis après international. Euh, et que du coup, ça permette de mettre en lumière aussi ces choses-là et que derrière, il y ait des moyens débloqués. Mmh. En cancérologie, c'était pas du tout connu il y a une dizaine d'années. Et puis ça a été mis en place aussi parce qu'on a montré tout ça. Et aussi, malheureusement, parce que c'est des maladies où il y a énormément, enfin beaucoup plus de patients. Et donc des choses beaucoup plus connues, avec beaucoup plus de patients et donc beaucoup plus rentable aussi pour l'hôpital. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup mettre en place nous. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à se battre pour ça, ouais. Mmh. Mais déjà, c'est d'informer, ce système Exactement. qui est en place là sur, avec les psychologues parce que C'est ça. un accompagnement, même si on n'est pas en stress post-traumatique, ça peut être nécessaire dans le cadre d'une maladie, heu, chronique, hein, puisque bon, c'est une maladie où on va vivre avec et sans espoir de guérison totale. Donc c'est vrai que c'est intéressant Exactement. déjà de faire connaître ça. C'est ça. Vous avez parlé d'autres méthodes et il y a quelqu'un qui pose la question aussi de dire, il y a la sophrologie aussi qui est, quelque chose qui marche bien. Mm. Oui, la sophrologie, ça marche bien aussi. Après, ça n'a pas été étudié vraiment comme manière de gérer le stress, le trouble de stress post-traumatique, mais ça, c'est des méthodes un peu similaires à l'hypnothérapie, mais la sophrologie, c'est plutôt quelque chose qu'on fait soi-même et de relaxation au moment où le stress monte, mais pas vraiment de, de thérapie en tant que telle pour enlever le trauma, quoi. Ça va bien marcher pour calmer les moments où le stress survient, mais c'est vrai que ça, en tout cas, ça n'a pas été étudié comme manière de traiter vraiment profondément le, le, le traumatisme. Mais au quotidien, ça permet bien sûr de gérer bien les troubles anxieux, notamment. Ça marche très bien. Hein. Alors, il y a une personne qui a posé une question.
aussi alors, le traumatisme comme pouvant être à l'origine des maladies auto-immunes. Oui, alors moi, je n'ai pas étudié ça, mais ça a été étudié, notamment beaucoup dans les vétérans de guerre, qui... alors, les études sont discordantes. Il y en a qui trouvent que ceux qui ont un trouble de stress post-traumatique, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ont développé plus de maladies auto-immunes, mais ça n'a pas été retrouvé dans toutes les études. Et la physiopathologie n'est pas très bien comprise non plus, mais on a quand même l'impression que dans les modèles enfin, dans les études qui ont été faites, ça, en tout cas, ça agit sur l'immunité. Un trouble de stress post-traumatique agit sur l'immunité et active une certaine partie de l'immunité qui sont les mêmes qui provoquent les maladies auto-immunes. Donc effectivement, il y a quand même des études qui montrent que ça joue sur l'immunité et qu'un certain nombre de patients qui ont vécu des événements traumatisants développent dans les suites des maladies auto-immunes. C'est dur de faire le lien vraiment cause à effet, mais on a quand même l'impression effectivement que dans l'autre sens, ça joue aussi, ouais. Trouble de stress, un traumatisme qui induit une modification du système immunitaire. Tout à fait. Mhm. Alors, il y a un témoignage d'une personne qui a fait 2 séances de MDR et ça a suffi. Dans son cas, Ouais, avec 2 séances, elle a réglé super. le problème. Ouais, ça marche vraiment très bien. Mhm. Tout à fait. Alors, on a fait le tour des questions qui sont arrivées. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Et je vois les médecins qui font l'annonce devraient prendre des cours effectivement pour annoncer la maladie. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent de plus en plus dans la formation des étudiants en médecine, où il y a de plus en plus des cours de simulation avec des acteurs qui viennent jouer les patients et où les étudiants doivent faire une annonce de diagnostic d'une maladie chronique, expliquer, et donc ils sont dans une pièce avec un acteur filmé et avec du coup les professeurs d'université qui sont de l'autre côté de la vitre et qui voient la manière dont ça se passe et après avec des retours du coup sur comment ça s'est passé et des conseils après pour la manière dont sont fait les annonces. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout il y a une dizaine d'années, mais qui est vraiment en train d'arriver de plus en plus avec les centres de simulation pour les étudiants en médecine, et ça, c'est vraiment très bien, je pense. Alors, peut-être sans arriver au stress post-traumatique, on s'aperçoit que quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément d'anxiété, qui peuvent être dépressifs, euh, sans qu'on parle de stress post-traumatique. Oui, Alors, c'est vrai que l'accompagnement, je pense que l'accompagnement de ce diagnostic et l'accompagnement par la suite est important. Et je pense que aussi le rôle des ateliers thérapeutiques permet d'avoir une meilleure connaissance des pathologies et de pouvoir explorer justement cette prise en charge globale. Donc, c'est des informations qui sont aussi importantes d'être dites lors des consultations, quand on oui, voit. bien sûr. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Mais plus les patients ont de connaissances sur leur maladie, peuvent en parler librement. Tous les ateliers effectivement, d'éducation thérapeutique, c'est hyper important hein, ouais, dans la prise en charge également. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc, est-ce qu'il y a, je repose la question, est-ce que quelqu'un veut témoigner ou s'exprimer? Alors, je vois une question. Le stress post-traumatique peut-il arriver bien après l'annonce de la maladie? Euh,
Alors, si le traumatisme, c'est l'annonce, eh ben, il va y avoir un stress juste après l'annonce et en fait, ça va persister finalement dans les semaines et les mois, voire années à venir. Mais ce qu'on disait, il y a probablement d'autres facteurs de stress que l'annonce qui peuvent survenir, comme des hospitalisations, des traitements, et ça, effectivement, ça peut arriver un peu n'importe quand dans le suivi. Donc ça, nous, on ne l'a pas du tout étudié, euh, mais, euh, mais bien sûr, ça fait partie des hypothèses qu'on a, qu'il peut y avoir d'autres événements en dehors de l'annonce qui engendrent un stress important et peuvent conduire au stress post-traumatique. Alors, au sein de l'association, nous avons une sophrologue spécialiste de la sclérodermie euh, qui nous fait part qu'elle traite beaucoup de personnes donc après le stress. Et elle signale que l'annonce de la maladie leur a fait plus de mal que la Mm. maladie elle-même. Ouais, c'est terrible, hein. Mm. Mais ouais, c'est vrai que j'imagine que on a la manière de l'annoncer et ça acte les choses, quoi. Et je pense que ça entraîne énormément d'angoisse pour les patients. Parce que si on ouvre après Internet en n'ayant pas été assez informé, on lit des choses monstrueuses et très angoissantes. Et donc, effectivement, c'est vrai malheureusement, si l'annonce n'a pas été, euh, on n'a pas pris le temps vraiment de bien informer les patients ou d'y revenir un peu après si sur le moment c'était trop compliqué, ça peut effectivement, je veux bien le croire, hein, être quelque chose de considéré comme stressant plus que les symptômes en soi. Ouais. Mm. C'est l'objectif aussi de ce travail, hein, c'est d'aller aussi après le diffuser non seulement aux patients, mais aux médecins qui s'occupent de la sclérodermie et pour leur expliquer à quel point l'importance de l'annonce pour les patients Mm. et le retentissement qu'on a avec ces consultations et l'impact que ça a et donc la responsabilité qu'on a vis-à-vis des patients. Mm. Et lors de la consultation aussi, le médecin, je pense que c'est plus au médecin à poser la question comment vous allez Mm. moralement, parce que c'est pas évident en tant que malade de dire Oui, que on n'est pas bien. oui, Donc, c'est vrai qu'il faut aller chercher bien sûr. certains éléments. Oui, il faudrait que ça rentre autant que comment vont les douleurs articulaires Voilà. que ça rentre vraiment dans l'interrogatoire et puis tout à fait. Bon, il y a pas de nouvelles questions qui sont arrivées. Mhm. Alors, une information, on fait part que aussi il existe la journée mondiale des maladies rares, hein, et que c'est aussi des opportunités pour avoir plus d'informations. Donc, il y a Mm. la journée des maladies rares, il y a la journée mondiale aussi de la sclérodermie. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs modes où on peut aussi s'informer. Mais là, effectivement, là, donc là, il y a un article du coup qui est en cours d'écriture pour que ces résultats-là soient publiés et accessibles après
Et ça va également être présenté au congrès de l'ACR, donc un congrès de rhumatologie aux États-Unis en novembre. Donc ça plutôt auprès des médecins, mais du coup ça va également être présenté à cette occasion-là, plutôt à destination des médecins du coup. Mhm. Bon, et ensuite, alors, il y a bien sûr les associations, hein, dont il y a l'Association française des sclérodermiques, où vous pouvez trouver des informations. Et aussi, ce sont un endroit où où on est là pour accompagner aussi, hein. Donc, il ne faut pas hésiter à aller un petit peu vers toutes ces informations, quoi. Bon, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir fait part des résultats de cette thèse fort intéressante. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, merci aux personnes qui ont assisté à cette visioconférence et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonne soirée à Merci tous et beaucoup. encore merci. Merci.